Merci d'avoir appuyé sur le bouton. Bien, donc je crois qu'on est réunis pour débattre d'abord d'un petit événement qui malgré tout a été assez significatif, à savoir l'interdiction en fait par la préfecture de police à l'instigation à la demande de très nombreux mouvements dits de gauche, donc d'un apéro saucisson pinard dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Mais je crois que bon, c'est un sujet assez symptomatique et exemplaire, mais ça sera sans doute l'occasion de discuter d'autres choses et de la politique en général, de la question de la laïcité. Voilà. Donc Sylvain a souhaité que je commence. Je ne bois pas de saucisson et de pinard, mais je vais dire simplement deux mots au sujet de ce qui s'est passé et qui me semble assez significatif du peu de cas qu'on fait de la défense des libertés publiques en France. Il faut savoir par exemple que dans un pays comme l'Angleterre ou aux États-Unis ou dans des tas de démocraties du nord de l'Europe, en Allemagne et dans beaucoup de pays comme ça, avant d'interdire une réunion publique qui a priori n'est pas manifestement organisée et dirigée contre l'ordre public, eh bien on prend des précautions extrêmement savantes. Il y a une culture très importante du respect de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, ça n'a de sens bien évidemment, et ça conquiert tout son sens quand c'est la liberté d'expression des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Bon. Donc moi je précise d'entrée que j'ai pas, loin s'en faut, les mêmes opinions que les organisateurs de cet apéro pinard, même si bon, pour la partie laïque d'entre eux, parce qu'il y a une partie qui est clairement d'extrême droite, bon, pour la partie laïque d'entre eux, eh bien, effectivement, je partage certaines de leurs convictions. Pour la partie d'extrême droite, j'en partage peu, même si certaines, parfois, sur certains points ponctuels, peuvent nous regrouper. En tout cas, j'en partage très peu. Mais, évidemment, ce que je partage et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est leur liberté d'exprimer leurs convictions, même si ce ne sont pas les miennes, autant qu'ils en ont envie, autant qu'ils peuvent le faire, dès lors qu'ils ne troublent pas manifestement l'ordre public. Bon. Et là, je crois que je vais donner tout de suite la parole à M. Garel qui brûle d'intervenir. Écoutez, d'abord, l'événement n'est pas l'interdiction. L'événement, ça a été l'organisation de cet apéro pinard à la Goutte d'Or, qui était clairement une provocation de l'extrême droite, et l'extrême droite la plus extrême, puisque à l'origine de ce rassemblement, il y a le bloc identitaire, qui sont des gens qui se situent nettement à droite du Front National, et qui ont décidé de faire cet apéro pinard saucisson, pas n'importe où. Je pense que s'il avait fait au Champ de Mars, ça n'aurait pas provoqué les mêmes réactions, mais d'avoir fait dans le quartier de la Goutte d'Or. Alors moi je précise une chose, je fais partie du collectif qui s'est prononcé, non pas pour l'interdiction, nous on ne souhaitait pas l'interdiction, on a voulu faire un contre-rassemblement antifasciste. Et c'est ça qu'on assume. C'est suite à ce rassemblement que le préfet a considéré qu'il y avait des risques d'affrontement entre les fascistes et les antifascistes, et a décidé d'interdire les deux. Donc nous aussi on a interdit notre rassemblement, ce qui est effectivement une atteinte à notre liberté d'expression. Mais je pense que je suis content, moi en tout cas, que cet apéro pinard, qui était une véritable provocation, ne s'est pas tenu, parce qu'on sait très bien qu'il y aurait eu des incidents, qu'il y aurait eu des bagarres dans les rues. Ça se faisait en plus, ils avaient choisi très bien leur date, puisque c'était à la fois un vendredi, jour de prière, où effectivement, puisqu'il n'y a pas encore de lieu de culte dans ce quartier assez grand, une partie des musulmans sont obligés de faire la prière dans la rue. Et deuxièmement, c'était aussi, et c'est pas un hasard quand on connaît les gens qui organisent cela, le jour du match Angleterre-Algérie, qui était effectivement un match à haut risque, puisque les hooligans sont originaires d'Angleterre, et donc il y avait un risque de dérapage entre Algériens et Anglais pendant le match, et c'était bien sûr très très bien choisi de leur part d'avoir fait ça ce jour-là, pour qu'il y ait un maximum d'incidents ce jour-là. Alors là, M. Garel, je le remercie parce qu'il a fait un tour d'horizon très complet de tous les problèmes. Moi, je pensais les aborder les uns après les autres, mais je vais en faire une synthèse aussi. Donc, le fait de devoir entrer, comme vous le faites immédiatement, dans les intentions supposées de tel ou tel en fonction de ses opinions politiques connues ou pas connues est justement le premier endroit où le bas blesse. Parce qu'en matière de liberté d'expression, on n'a pas à se demander au nom de qui et de quoi les gens parlent, on a à regarder objectivement si effectivement il y a une atteinte immédiate, directe à l'ordre public. Ça, c'est le premier point.
Deuxième chose qui me choque beaucoup dans cette interdiction, parce que concrètement, vous pouvez tourner autour du pot, mais vous avez provoqué par votre volonté, bon je le note, de contre-manifestation, mais la mécanique qui a permis l'interdiction et de Delanoë, maire de Paris, avait sauté en même temps que vous, et même avant, sur l'occasion pour dire qu'il fallait interdire. Je ne parle pas oui, de bien sûr, non mais en tout cas, vous avez fait partie, bon, de la même manière que vous faites un amalgame entre tous les gens, le riposte laïque ou l'extrême droite qui ont donc participé qui ont eu la volonté d'organiser cet apéro, eh bien vous faites partie, bon an mal an, et même si ça vous gêne, de l'ensemble des gens qui ont concouru et qui ont fait en sorte que ça a été interdit. Donc je crois qu'il faut ne pas donc faire un amalgame et se poser la question des intentions. Ça doit être des choses objectives, hein, les atteintes aux libertés, parce que c'est une atteinte à leur liberté, donc tant que c'est pas objectif, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est aussi là, on voit que se dévident progressivement des choses qui sont dangereuses pour les libertés publiques. Parce que vous parlez de provocation, mais moi j'appelle ça la double peine en matière de liberté publique. C'est-à-dire que s'il faut, en fait, pour avoir le droit de se rassembler, non seulement démontrer qu'on ne met pas en cause l'ordre public, et ils avaient simplement ils annonçaient un apéro avec des saucissons et du vin. C'était pas un hasard. Attendez, je reviendrai là-dessus parce que je vais être obligé d'appuyer sur le bouton à chaque fois que vous intervenez, si vous intervenez sans me le dire à l'avance. Donc, si on doit non seulement s'interroger sur les intentions pour voir s'ils ont le droit de le faire, mais même se demander si ceux qui seraient par extraordinaire ou pour telle ou telle raison défrisés ou mécontents ou pas satisfaits de ce que font les gens et qui sont prêts à faire des contre-manifestations pour autoriser quelque chose, alors là ça veut dire qu'il faut vraiment sombrer dans le politiquement correct total et que sous prétexte que des gens ne sont pas d'accord avec vous et s'apprêtent donc à aller vous casser la gueule ou vous provoquer quand vous vous rassemblez, eh bien donc sous prétexte que des gens vont dénoncer votre soi-disant provocation qui est purement théorique par une vraie provocation et de l'annonce, à ce moment-là il faut vous interdire. Vous voyez, c'est la double peine en matière de liberté publique. Mais je pense que là, c'était clairement une provocation. D'abord, ceux qui sont à l'origine de ça, c'est bien le bloc identitaire, on le sait, c'est eux qui ont lancé. Après, il y a d'autres groupes qui se sont rattachés. D'ailleurs, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi des gens acceptent d'aller manifester avec des gens du bloc identitaire. Mais bon, on en reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Mais c'était clairement une provocation. D'abord, le lieu, et ensuite de faire saucisson pinard. S'ils avaient fait un apéritif, je sais pas, grenadine, fromage, ça aurait posé aucun problème. Bon, il y avait clairement une volonté de dénoncer la présence de musulmans à la Goutte d'Or. Je pense que c'est la même chose si par exemple les écolos décidaient de faire une manifestation naturiste le jour où se réunissent les catholiques intégristes à Notre-Dame ou au Sacré-Cœur. On nous interdirait en disant mais pourquoi vous faites ça ce jour-là, vous allez choquer les gens, c'est normal. Je veux dire, il y a dans le vivre ensemble, on fait pas n'importe quoi, n'importe où. Je veux dire, moi je suis totalement pour la liberté d'expression et on l'a mené. Et je peux vous dire une chose, tellement mené, moi je suis un des fondateurs de Ralph Front. La lutte contre l'extrême droite, c'est une vieille histoire, mais par rapport à Ralph Front, on n'a jamais demandé l'interdiction du Front National. On a toujours voulu le combattre sur le terrain. Et là aussi, on n'a pas demandé l'interdiction de ce rassemblement. On a dit, ok, si un rassemblement, si les fascistes viennent à la Goutte d'Or, les antifascistes seront présents. Bien, alors que vous n'ayez pas demandé l'interdiction du rassemblement et que finalement vous admettez que vous ne le souhaitiez pas, cette interdiction c'est une chose, que vous ayez en menaçant donc dans le rassemblement et même en parlant de bagarre, etc., en organisant. Bon, et pour vous plaindre ensuite que vous êtes interdit au même moment, là je pense que c'est un peu une attitude de Tartuffe, c'est-à-dire que bon, vous saviez que votre attitude allait servir de prétexte à l'interdiction. Mais je veux revenir point à point sur toutes les étapes du raisonnement parce que les libertés publiques c'est important, il ne faut pas en sauter une plutôt que l'autre, et quand on met le doigt dans la mécanique de l'interdiction, on met le doigt dans quelque chose de dangereux. Bon, donc on vous dit que c'est une provocation. Mais ces gens-là, ils veulent faire quoi? Ils veulent manger effectivement du saucisson et du pinard sur la voie publique. Ils le font un vendredi soir, dans un quartier où vous dites, voilà, les circonstances, le match Algérie, la prière dans la rue, la forte proportion d'immigrés dans ce quartier, musulmans. Ça fait, immigrés musulmans, bah oui, mais musulmans qui ne mangent pas oui, mais musulmans qui ne mangent pas de porc et qui boivent pas de vin. Je vais revenir là-dessus. Bon. Donc c'est une provocation.
Mais là, vous mettez les doigts aussi dans un autre engrenage, c'est de dire, mais à ce moment-là, je peux vous dire, bientôt on va vous dire, la présence d'une charcuterie, d'accord, à la Goutte d'Or, c'est une provocation aussi. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'on réserve des restaurants halal ou kasher et qu'on ne les ouvre pas à des non-musulmans, à des non-juifs, c'est une provocation aussi. Et à ce moment-là, il faudrait entrer, à partir du moment où vous entrez dans la logique de la discrimination, parce que c'est une logique discriminatoire, et bien vous mettez là aussi le doigt dans un engrenage qui est absolument dangereux. Il faut se fonder sur des choses objectives. Pour interdire un rassemblement, il fallait qu'il y ait une preuve avérée d'une menace. Les menaces à l'ordre public, ça se fait sur des preuves avérées, pas sur des présupposés, pas sur des prévisions de ce qui va se passer. Il n'y a jamais eu, à l'occasion de ce type de choses, d'ailleurs il n'y en avait jamais eu avant, de troubles ou d'agressions provoquées par ces gens-là qui manifestaient, qui voulaient manifester de manière pacifique. Donc il y avait d'autres possibilités, mais vous avez pris l'habitude de m'interrompre, alors que c'est à moi de vous donner la parole, je vous la donne bien volontiers, mais j'aimerais bien quand même pouvoir, j'espère que c'est pas le reflet c'est pour éviter de faire un tunnel. D'une attitude, non, le tunnel, ça fait 1 minute que je parle. J'espère que ce n'est pas le reflet de ce que vous aviez l'intention de faire. Parce que je pense franchement. C'est de l'autre côté. Oui, je crois que c'est de l'autre côté. J'avais appuyé sur le bon bouton. Je pense quand même que vraiment penser que les gens du bloc identitaire sont des gens non violents, qui ne vont pas provoquer des incidents, on le sait. Ces gens-là, on connaît leur histoire. C'est des gens qui viennent d'Unité Radicale. Unité Radicale, je vous rappelle qu'un de leurs membres a essayé d'assassiner Jacques Chirac, un autre a été arrêté parce qu'il voulait faire sauter la grande mosquée de Paris. C'est des gens qui ont une histoire. Que la police, et Dieu sait si je défends pas la police, que la police s'intéresse à des gens qui prônent la violence, ils avaient déclaré à la préfecture leur volonté de faire sauter la mosquée de Paris ou d'assassiner Jacques Chirac. Mais non, bien sûr que non. Donc, mais à partir du moment, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. À partir du moment, c'est un amalgame. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Mais c'est un échange de mots. Mais à partir du moment où des gens dont on les connaît, c'est des tout petits groupes, c'est des groupes très radicaux, qui ont décidé, qui ont été très longtemps des groupes antisémites, qui maintenant sont des groupes qui ont compris que leur fonds de commerce prospérait mieux si on était dans l'anti-arabe et dans l'anti-islam, qui font une provocation. Bon, de toute façon, cette provocation, il y avait un risque d'incident très fort, puisque il est clair qu'une partie de la population de la Goutte d'Or aurait réagi, et une partie des associatifs et des militants politiques de gauche aussi auraient réagi. Donc il y avait des vrais risques d'affrontement. La préfecture de police a décidé d'interdire tous les rassemblements ce jour-là, celui de l'extrême droite, mais celui aussi des antifascistes. Je pense qu'elle a eu raison. Et Dieu sait si je ne suis pas un défenseur de la préfecture de police, mais je pense qu'elle a eu raison, parce que s'il y avait eu des incidents graves à la Goutte d'Or ce jour-là, je pense que ça aurait eu des conséquences politiques extrêmement néfastes pour notre pays. Donc voilà, moi je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de manifestation, je ne suis pas pour l'interdiction des organisations, y compris même pas du bloc identitaire. Je pense que c'est des gens qui ont le droit d'exister, mais je pense que c'est des gens qu'il faut combattre, parce que c'est des gens qui effectivement sont très dangereux. Mais vous ne les combattez pas en leur interdisant la liberté d'expression dès lors qu'ils ont suivi les règles et le protocole voulu par la préfecture de police et posé par la loi, à savoir la déclaration d'un rassemblement sur la voie publique. Et une fois encore, avant d'interdire, il faut qu'on ait des éléments objectifs qui démontrent que, et si parce que des gens en face disent, bon ben voilà, moi je trouve que c'est une provocation et je vais réagir, mais c'est eux qui posent problème, plus que le bloc identitaire. S'ils avaient dit on fait une manifestation à la Goutte d'Or pour dénoncer la présence d'Arabes, de musulmans, de tout ce que vous voulez, là c'était effectivement une manifestation raciste qu'on pouvait interdire, mais à partir du moment où vous entrez vous-même dans vous voyez, un jeu à décoder, à prêter des intentions, etc. Et que sur la base de simplement prêter des intentions, vous arrivez à quelque chose de très objectif, à savoir une interdiction, là, à mon avis, vous vous êtes fait piéger. Et je pense qu'ils vous ont piégé en réalité. C'est-à-dire qu'ils se sont obtenus, ça leur a fait un gros coup de pub. Je ne suis pas du tout certain qu'ils aient eu réellement l'intention de faire leur apéro à cet endroit-là et ce jour-là. Bon, mais voilà, ça, d'une certaine manière, a été
tout bénef pour eux. Deuxièmement, la réaction, vous me dites, mais la réaction bien compréhensible des associations en face, bon, ça aurait été effectivement de les renvoyer, enfin il y aurait des affrontements, des échauffourées. Mais non, pourquoi est-ce que les types ne font pas un autre apéro, thé à la menthe et puis viande halal à côté? Bon, les juifs, bon d'abord il y a du saucisson, c'est pas forcément du saucisson du saucisson, vous voyez, tarouf comme on dit en arabe, bon en hébreu, mais ça peut être aussi du saucisson halal ou kasher, bien sûr. Deuxièmement, il y avait d'autres manifestations, d'autres moyens de les contrer. Donc vous voyez bien que finalement la réaction violente et la force et finalement ce qui est le plus hostile à l'ordre public, c'était pas dans ce qu'ils déclaraient eux, c'était dans la réaction que vous envisagez d'avoir, que vous prévoyez dans le camp d'en face. Donc je crois que vous vous êtes fait piéger, tout simplement. Bon, deuxièmement, cet incessant rappel... Déjà au troisième moment. Bon, cet incessant rappel du bloc identitaire, etc., outre le fait qu'il n'y a pas que, d'ailleurs, quand ils ont fait ensuite une espèce de contre-appel devant l'Étoile, 1 ou 2 jours après, il y avait de très loin, et moi j'y étais pas, mais j'ai vu les reportages qu'il y a eu là-dessus, de très loin, il n'y avait pas que des gens du bloc identitaire, c'est des gens qui sont extrêmement nombreux, il y avait des tas de gens qui du coup se sont sentis solidaires de ces gens-là. Bon, donc c'était pas du tout en fait, ce que vous décrivez, on est tout le temps dans le procès d'intention, tout le temps. Alors c'est sûr qu'ils avaient effectivement une volonté de faire réagir, une volonté, peut-être une volonté de provocation, mais la provocation, elle pouvait être une réaction qui n'allait pas ni à l'interdiction, ni au fait d'aller leur casser la gueule parce qu'ils venaient là. D'abord, je n'ai jamais parlé de leur casser la gueule. Parce si, il y aurait eu des troubles. Il y aurait eu des troubles, mais je vous rappelle que les Verts sont un parti non violent et qu'on ne se bat jamais, y compris avec nos adversaires politiques. D'autre part, franchement, ne pas penser qu'une manifestation dont les gens qui sont à l'origine sont des membres de l'extrême droite la plus radicale, qui s'appelle apéro, saucisson, pinard, n'avait pas une vocation à être une manifestation anti-arabe et anti-musulmane, franchement, il faudrait être aveugle. Et d'ailleurs, tous les commentateurs, je veux dire, il n'y a pas eu besoin quand même de gratter beaucoup pour comprendre quelles étaient leurs intentions. S'ils avaient dit, on fait un apéro grenadine fromage, je pense qu'ils auraient pu faire leur apéro grenadine fromage. Alors quand vous dites qu'il y a eu un contre-apéro, on en a fait un contre-apéro 15 jours plus tard, il y a eu un contre-apéro en pleine Goutte d'Or, organisé par les associations antifascistes et de gauche du 10e. C'est d'ailleurs très bien passé, sans aucune difficulté, parce que c'était ouvert à tout le monde, et il y avait tout. Il y avait aussi bien du pinard que de la grenadine et tout ce que vous voulez à boire. Et ça s'est très très bien passé. Mais je pense que autant on peut se retrouver sur la liberté d'expression, autant il était clair que là, on avait affaire à une provocation. D'autant plus qu'après, ils ont demandé à manifester à l'Étoile, ils ont eu l'autorisation de manifester, et personne ne les a empêchés de manifester à l'Étoile. Ils ont fait leur manifestation, ils étaient là, ils étaient un petit millier. Que ce soit un coup de pub, ça je suis bien d'accord avec vous, et qu'ils en aient réussi à faire un coup de pub là-dessus, c'était leur but, ça c'est clair. Et que ce but-là, ils l'ont atteint. Mais de toute façon, à partir du moment où ils avaient lancé cette affaire-là et que cette affaire a été reprise par les médias, ils avaient atteint leur but, parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont tellement groupusculaires qu'ils sont rarement repris par les médias, heureusement. Mais à partir du moment où ils l'ont repris par les médias. Si on ne l'avait pas interdit, je pense qu'il y aurait eu encore plus de répercussions médiatiques, parce que c'est clair qu'il y aurait eu des affrontements à la Goutte d'Or, et c'est clair que s'il y avait des affrontements à la Goutte d'Or, vu les tensions qu'il y a dans ce quartier assez quotidiennement, ça aurait pris des proportions extrêmement importantes. Alors je crois, sans vouloir faire trop de théorie, qu'on est vraiment au cœur du problème, et on l'approche de plus en plus. Il y a une confusion entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Pour s'en prendre aux libertés publiques et interdire à des gens de se rassembler, il faut des éléments objectifs. Et vous êtes tout le temps dans le subjectif, en présumant des intentions, en vous interrogeant sur le passé de tel ou tel, etc. Et c'est ça qui me choque, et c'est ça qui est dangereux. La liberté des gens, les libertés publiques, c'est un principe important et sacré. Pour le violer, comme par une interdiction de rassemblement, il faut des éléments objectifs, pas du subjectif, pas des intentions présumées, pas des choses comme ça. Et c'est ça votre erreur, et c'est ça qui vous mène sur un terrain glissant. Je pense que ça c'est un premier point. Deuxièmement, il faut quand même s'interroger aussi sur le contexte. Moi, j'ai absolument rien contre la religion musulmane, il y en a même dans ma famille, vous voyez. Non plus que contre d'autres religions minoritaires, y compris les religions majoritaires que sont l'athéisme et l'agnosticisme en France. Mais le problème, c'est aussi qu'il y a effectivement, vous l'avez à peine évoqué, mais ça pose quand même une difficulté, une occupation de l'espace public le vendredi soir
d'accord, pour le culte musulman, à la Goutte d'Or, rue Mirail et alentour, maintenant depuis des mois et des années, avec une extension donc de cette occupation et de ce domaine, de semaine en semaine, sous prétexte que les mosquées seraient trop petites, les lieux de culte seraient trop petits. D'abord, c'est pas un prétexte, c'est une réalité. Non, oui, mais enfin, on peut prier quand on est musulman ailleurs que dans une mosquée. On peut le faire en sortant un tapis dans le désert, chez soi, dans sa salle de bain, les n'importe où. catholiques peuvent prier aussi dans des oui, églises. Mais oui, mais il n'y a pas systématiquement. Il y a beaucoup plus d'églises que de mosquées. Mais surtout, il n'y a pas systématiquement coupure de la voie publique tous les dimanches dans telle et telle rue pour les prières. Donc il y a quand même une situation où l'empiètement du domaine public, qui n'est pas un domaine interdit aux religions, mais qui n'est pas non plus un domaine réservé aux religions, d'accord, se fait désormais de manière systématique. Alors que du point de vue théologique, il n'y a rien qui le justifie. Encore une fois, on peut parfaitement prier quand chez soi ou dans des appartements quand on est musulman. Il y a, et là, puisqu'on est dans le domaine des intentions prêtées, vous voyez, et de tout ce qu'on peut supputer, il faut faire attention aussi, parce que ce qu'on peut vous retourner aussi, c'est que cette occupation du domaine public, qui n'est pas en fait une règle absolument nécessaire en islam, eh bien, c'est la volonté d'occuper justement le terrain. C'est aussi, on peut vous le dire de la même manière, ce sont les musulmans les plus radicaux qui noyotent tout ça pour montrer leur emprise à la goutte. Mais bien sûr, c'est faux. C'est faux, mais ça c'est vous qui le dites. Mais de la même manière que les gens qui ont participé à l'organisation de l'apéro saucisson pinard, si vous lisez ce que dit Riposte Laïque, qui était l'autre organisateur, qui s'est rajouté par la suite. C'était l'autre organisateur. Oui, eh bien, eux, ils vous disent que c'est pas vrai du tout. Ils sont pas d'extrême droite. Ils viennent même pour certains de l'extrême gauche. Certains étaient au Parti socialiste il y a pas longtemps encore, ou au CRS, au Mouvement de Chevènement, au MDC. Et donc ces gens-là, pas vraiment un parti de gauche. Donc ces gens-là, ils vous disent, mais puisque vous utilisez vous-même cette espèce de vous fouillez vous-même dans les intentions des uns et des autres, et vous utilisez vous-même le subjectif, eh ben ils peuvent vous rétorquer que ceux qui occupent la rue Mira, la rue Pollenceau, tous ces quartiers-là le vendredi soir, eh bien en réalité, ce sont des gens qui veulent affirmer l'empreinte sur le sol de la République d'un islam au moins intégriste, si ce n'est radical, et finalement, ils jouent aussi de la provocation. Donc, c'est compliqué de savoir qui provoque, vous voyez ? Non, mais c'est pas... Attendez. Franchement, c'est mal connaître ce qui se passe à la Goutte d'Or que d'affirmer ça. Il est clair que les deux mosquées qui existent à la Goutte d'Or sont pas du tout tenues par des radicaux, sont tenues au contraire par des gens qui prônent un islam très modéré. Si les gens prient dans la rue, c'est parce que d'abord il y a très peu de lieux de culte à Paris. Celle de la mosquée de la rue de Tanger a été fermée parce qu'elle n'a jamais pu totalement financer les travaux, qu'il y a un afflux donc de musulmans qui viennent d'autres quartiers dans les deux mosquées de la Goutte d'Or. Et les deux imams de cette mosquée demandent depuis des années d'avoir des lieux de culte. Vous pensez que ça amuse les musulmans de prier dans la rue sous la pluie ou sous la neige quand il fait froid en plein hiver? S'ils le font, c'est parce qu'il y a des lieux de culte trop petits. Et c'est d'ailleurs pour ça que la mairie de Paris, et nous le soutenons, construit un institut des cultures d'islam qui va permettre à ces musulmans, d'ici on pense maintenant 2 ans, 3 ans, de pouvoir prier dans un lieu décent. Et c'est aussi bien pour les musulmans que pour effectivement tous les gens, et je les comprends, qui n'ont pas envie de voir des gens prier dans la rue, quelle que soit la religion pour laquelle les gens prient. Je pense qu'on a tous intérêt que la sphère privée et la sphère publique soient bien séparées, surtout en matière de religion. Ça, on est d'accord, je pense. Et je crois que simplement penser que les gens qui sont dans la rue le font pour des raisons politiques ou pour affirmer une présence de l'islam, je pense que c'est totalement faux. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Il faut savoir une chose, c'est que c'est la loi de 1905, qui est une loi qui fait que la quasi-totalité des églises de France sont entretenues par l'État, alors que vous savez qu'en 1905, il n'y avait aucune mosquée en France, si ce n'est à La Réunion, et sur le territoire métropolitain, il n'y en avait aucune. Donc aucune mosquée en France n'est financée, n'est entretenue par l'État. Donc il y a une situation d'inégalité. Donc soit on arrête d'entretenir les églises catholiques, et tout
tout cas on entretient que celles qui sont des monuments historiques et que ça ne devient plus des lieux religieux, ou alors on entretient tous les cultes, tous les lieux de culte. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre les religions. Bien, je crois que vraiment la question des... vous avez un peu de mal, me semble-t-il, avec la question des principes. Toujours se référer à, mais moi je les connais bien, ceux qui sont là. Je suis né du 18e. Oui, mais ça, c'est pas le problème. En matière de liberté, encore une fois, on est face à une question de principe. Et en matière d'occupation aussi de la voie publique, on est face à des questions de principe. Donc on peut toujours, parce qu'il y a toujours un gars sympa qui demande ici, qui demande ça, qui a de bonnes raisons de le faire. Mais si ce gars sympa qui demande ci, qui demande ça, qui demande par exemple, moi par exemple, je connais le bistrot du coin, il est sympa, bon, il voudrait pouvoir s'étaler un peu, mettre sa terrasse jusqu'au bord du trottoir, et les gens, bon, allez, c'est pas grave, il n'y en aura qu'un, et ben ils auront qu'à descendre sur la chaussée au risque de se vraiment rien à voir. Mais si, parce que les questions de principe, c'est tout à fait à voir. Les questions de principe sont au cœur de ces problèmes. On ne peut pas déroger à des questions de principe parce que on connaît tel ou tel, et qu'on sait que tel ou tel, dans ce cas-là, c'est pas un radical. Vous avez quand même une situation objective où des gens, systématiquement, depuis 2 mois et des années, attendez, je vais y répondre, occupent le domaine public. Normalement, pour les manifestations religieuses de ce type, il y a des autorisations qui sont ponctuelles, hein, quand le rue Louis Blanc, etc., ils font défiler Ganesh, quand les hindous font défiler Ganesh, ils ont une autorisation. Quand les cathos intégristes ont envie de se rassembler autour de Saint-Nicolas-du-Chardonnay ou face à Notre-Dame, ils demandent une autorisation, ça arrive une fois par an. Là, on n'est plus du tout dans le même cas, on est dans un cas où effectivement il y a une véritable césure dans le passage, dans le paysage urbain. Et d'ailleurs, il y a des cas sur le site, là, Enquête et débat de notre ami Jean Robin, il y a eu un reportage d'une journaliste femme à qui on a signifié qu'elle était malvenue et qu'elle ne devait pas se trouver dans cet endroit-là. Et c'était plus parce qu'elle était femme d'ailleurs que parce qu'elle était journaliste. Donc, on est quand même face à une situation qui est potentiellement dangereuse. Et là, il y a des questions de principe. Alors vous me dites, bon, ils sont là parce qu'il n'y a pas assez de place dans les 2 lieux de culte. C'est un fait objectif. Bon, c'est un fait objectif. Mais non, c'est pas tout à fait objectif parce que vous ne savez pas combien ils sont. Et ce qui est pas objectif, c'est que, et ce qu'on ne sait pas, c'est que, et ce qui est dynamique dans cette situation, c'est qu'ils peuvent l'être de plus en plus et de plus en plus nombreux. À ce moment-là, il faudra faire quoi? Il faudra que la mairie de Paris, en violation d'ailleurs derrière un habillage juridique bidon de la loi de 1905, mette encore à nouveau 10 ou 15 millions d'euros pour financer un soi-disant institut culturel qui est en réalité un institut cultuel. Vous venez d'avouer vous-même que c'est pour permettre de le faire. Moi j'assume. Qu'en réalité tout ça c'est un vaste baratin, que c'est pour permettre aux musulmans de prier. Bon, donc comme la ville n'a pas le droit de le faire, on met des millions d'euros quand même dans cet institut qui est soi-disant culturel et en réalité culturel, mais ça ne suffira pas, hein, ils seront de plus en plus nombreux. Pourquoi ils seraient de plus en plus nombreux? Mais parce qu'ils le sont objectivement. Il y a quelques mois, quelques années, il y en avait beaucoup moins qui priaient rue Mira. Si, bien sûr. Quelques années peut-être, mais pas quelques mois. Il y a une augmentation exponentielle du nombre de gens. C'est pas exponentiel, mais c'est comme une croissance constante. Et donc ça, et plus c'est l'effet de dilatation des gaz, c'est vrai, c'est pas parce que c'est l'islam, ça serait vrai pour n'importe quoi, pour n'importe quel type de comportement qui est quand même un comportement en expansion. Et la pratique musulmane est quand même en expansion. Eh bien, vous entrez dans un système où ça ne suffira pas. Il faudra un 3e lieu financé par la ville, puis un 4e, et ça sera toujours un nombre insuffisant parce que vu le nombre de gens qui sont, il y en a plusieurs milliers. Il faudrait bien plus de place que même dans l'institut cultuel qui est en voie de préparation. Donc ça durera. Là, vous êtes entré dans quelque chose qui sera pérenne. C'est quoi votre solution? On envoie la police pour dégager les musulmans qui prient le vendredi. Ma solution. C'est ça votre conception de la liberté d'expression? La police, bon, là c'est pas la question de la liberté d'expression, c'est la pratique du culte sur la voie publique. C'est une liberté d'expression. Non. On peut pas. La pratique du culte systématique dans des quartiers entiers sur la voie publique me semble contraire à la laïcité. Moi, je suis pas du tout. Je suis pas. La police intervienne. Moi, je suis pour con. Effectivement, je suis pour con. Vous voyez que votre liberté d'expression, elle est pour l'extrême droite. Pas pour les musulmans. Attendez, je suis pour qu'on respecte la laïcité. Je suis pas d'extrême droite et je suis pour la défense de la laïcité. Je suis un athée. Si demain les cathos, d'accord, autour de toutes les églises parisiennes entendaient fermer des voies
parce qu'ils veulent prier dans la rue Bah, et célébrer je ne sais trop quoi, et en fait Si vous me laissez la empêcher parole, le je vais vous en passage, parler des catholiques. bon, ben oui, mais vous verrez. Mais j'aurai la même attitude. Même chose pour les juifs. Les juifs coupent, par exemple, la rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement, une fois par an pour le jour de Kippour. Si Ça pose pas de problème. Moi non plus, ça me pose pas de problème. Si c'était systématique toutes les semaines et que si c'était la rue Notre-Dame de Nazareth, ensuite la rue de Turenne, ensuite toutes les rues du 3e arrondissement, là ça me posera un problème. Là ça me posera un problème. Parce que c'est quand même, on est dans une société où la laïcité est un principe fort. D'abord, on n'est pas aux États-Unis. Il faut raconter n'importe quoi. Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut vraiment pas dire n'importe quoi. C'est pas toutes les rues du 18e, ni même toutes les rues de la Goutte d'Or qui sont occupées, c'est 2 rues. Alors, c'est 2 rues de trop, je suis bien d'accord, mais c'est 2 rues. Alors, quand vous parlez des catholiques, moi, je vais vous raconter une petite histoire des catholiques, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très très longtemps. Saint-Nicolas du Chardonnay, les catholiques intégristes, ça fait 33 ans qu'ils occupent illégalement une église qui appartient à la ville de Paris. Ça fait des années que la justice a demandé qu'ils soient évacués de cette église. Ça fait des années que la justice n'applique pas ces jugements, il y en a eu plusieurs, qui demandent l'évacuation de ces gens, où justement on retrouve une partie des gens du bloc identitaire et de l'unité radicale. Donc là, on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On voit bien qu'aujourd'hui, n'importe quel groupe qui squatte un immeuble, qui squatte des ateliers d'artistes, etc., est expulsé relativement rapidement, au maximum au bout de quelques années. Et là, on voit que les gens qui squattent une église depuis plus de 30 ans maintenant, c'est 1977, donc sont toujours là et sont toujours protégés et que personne ne les expulse, alors qu'on sait que parmi ces gens-là, pas tous, pas tous les gens qui fréquentent cette église, mais parmi ces gens-là, il y a des gens extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, j'ai fait condamner les anciens responsables de Saint-Nicolas du Chardonnay parce qu'ils diffusaient la littérature antisémite et anti-islamique. Et donc, on voit bien que là, on a 2 poids, 2 mesures, que d'un côté, on a des gens qui squattent un endroit très prestigieux, en plus en plein 5e arrondissement, d'une façon totalement illégale et qu'on les laisse faire, et qu'un d'autre côté, voilà, on ne permet pas à des gens, on voudrait ne pas permettre à des gens de pouvoir prier dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je crois que comme vous, moi je souhaite que les musulmans de la Goutte d'Or et d'ailleurs puissent prier dans des endroits décents. Je suis totalement athée, je suis agnostique aussi, je pense même que la religion est l'opium du peuple et qu'il faut combattre les religions, mais d'un autre côté, je pense qu'il est normal que les gens qui croient puissent le faire d'une façon décente. Et ce qui se passe à la Goutte d'Or est que non, on n'est pas décent parce que quand vous avez 2000 personnes qui viennent dans une mosquée capable d'en accueillir 500, bien évidemment, il y a 1500 personnes qui restent dehors. Et je crois que c'est normal que la puissance publique, en l'occurrence la ville, trouve les moyens pour permettre aux gens de pouvoir prier d'une façon décente. C'est aussi bien pour les pratiquants de cette religion que pour tous les gens qui vivent à la Goutte d'Or et qui ont le droit effectivement de se promener dans ces rues sans être obligés de franchir des gens qui sont en train de prier dans la rue. Mais pour revenir aussi au point de départ, c'est bien pour ça que ce groupe d'extrême droite qui est à l'origine de cette manifestation avait choisi de faire cette manifestation un vendredi, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Pourquoi un vendredi? C'est pas forcément le jour où les manifestations attirent le plus de monde. Pourquoi ils avaient choisi, comme on l'a vu, le jour du match Angleterre-Algérie? C'est bien entendu parce qu'ils avaient des intentions très précises de faire une provocation et de déclencher un conflit. Et que je pense qu'il a été sage que la préfecture de police décide que cette manifestation ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions-là. Oui, il est normal de se référer au passé des gens. Je pense que si aujourd'hui tous les anciens membres d'Action Directe tenaient un week-end en commun, je pense que la police interviendrait pour les empêcher. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont commis des attentats ensemble. Que quand il y a des gens d'extrême droite qui, pour certains, ont commis des actions très violentes ou prônent la violence et prônent des positions radicales, veulent se réunir ou veulent provoquer une réunion, c'est effectivement normal qu'on les surveille particulièrement et qu'on prenne en compte leur passé. Les gens, effectivement, ont un passé et il faut en tenir compte. Parce que c'est comme ça, c'est pas des gens qui sont réveillés un matin, tiens, on va faire un apéro saucisson pinard à la Goutte d'Or parce que c'est sympa. Non, c'est des gens qui ont une stratégie politique très précise, qui ont une stratégie de la tension, une stratégie de provocation, qui est de développer la violence. C'est pas des gens qui veulent arriver au pouvoir par les élections, c'est des gens qui veulent arriver au pouvoir par la violence. Et c'est ça qu'ils essayent de développer. Et donc, effectivement, à un certain moment, leur liberté d'expression, elle s'arrête aussi, ou elle commence à largement empiéter sur celle des autres.
Bon, j'espère que du coup ça aura permis au temps de parole d'être rééquilibré. Bon, on trouvera d'autres occasions, d'autres tunnels. Oui, c'est pas grave, on n'est pas non plus à 2 minutes près. D'autres tunnels. Alors moi j'observe quand même une phrase quand même qui est très amusante dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la religion c'est l'opium du peuple, il faut la combattre, dites-vous, et puis 3 ans d'après, mais en même temps il faut permettre aux gens de la pratiquer. Ben oui. Le combat politique, c'est ça pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Attendez, là je vais devoir appuyer dessus. Bon. Alors ensuite, on me dit, vous voyez, le vendredi, il y avait le match Algérie, etc., etc. Mais moi, quand même, j'observais avec amusement que quelques jours après, il y a eu un match avec l'équipe d'Algérie, donc qui était retransmis au stade Charletti, d'accord, que dépité de voir l'équipe algérienne perdre, les supporters algériens ont dévasté le stade, les équipements qui étaient mis à disposition par la ville de Paris, d'accord, qu'ils sont sortis dans la rue à côté, ils ont mis le feu à plusieurs véhicules, etc., etc., et que là, c'était le silence radio et total de la ville de Paris, et que M. Delanoë, qui avait fait un communiqué pour demander justement l'interdiction de l'apéro saucisson pinard sous prétexte que ça risquait de provoquer des troubles, là il avait un trouble caractère du fait en particulier du match avec l'Algérie. Là le match Algérie, sans qu'il y ait le moindre militant d'extrême droite ou laïque dans les parages, aboutit à des troubles. Alors là, qui vont jusqu'à la destruction des propriétés municipales, et alors là, silence radio. Personne, pas le moindre communiqué. Je vous ai déjà dit que je ne parlais pas au nom de Delanoë, je sais que vous en voulez. Attendez, là, si vous reprenez la parole. Je sais très bien que vous en voulez particulièrement à Bertrand Delanoë, que vous focalisez complètement sur lui, mais je ne suis pas son porte-parole, donc si des gens ont détruit les équipements sportifs, et j'ai vu que c'était le cas, c'est effectivement condamnable, mais je pense que ça n'a strictement rien à voir, c'est des débordements qui malheureusement arrivent dans des matchs. Vous savez, comme ça vous semble normal que alors la ville de Paris ne réagisse pas? Bien sûr qu'il faut réagir, et qu'il faut réagir comme il faut réagir. Pourquoi n'avez-vous pas réagi en tant qu'élu parisien? Pas à réagir comme ça, mais je veux dire qu'en tant qu'élu écologiste particulièrement sur cette question-là, mais je peux vous dire que pour combattre le hooliganisme, et c'est du hooliganisme ce qui se passait dans ce match de la part de certains supporters algériens, on le combat très fortement, en particulier celui du PSG. Ça fait des années que je demande que la ville de Paris ne subventionne plus le PSG, parce qu'effectivement, pour une des raisons, d'abord pour ne pas subventionner le sport professionnel, et deuxièmement pour ne pas subventionner un club qui est soutenu par de tels supporters, en particulier les hooligans, qui donnent une image de Paris extrêmement négative. Donc je pense, moi je n'ai aucun problème pour condamner ce qu'ont fait un certain nombre de supporters algériens. Je pense que de toute façon, on consacre beaucoup trop de temps et d'énergie au sport professionnel, à la Coupe du Monde et autres sports spectacles. Donc c'est aussi une autre forme de religion, c'est aussi une autre forme d'opium du peuple qu'il faut combattre en même titre que la religion. Donc, interdire les rassemblements au Parc des Princes? Non, on ne peut pas interdire les rassemblements au Parc des Princes, mais en tout cas je pense que la ville de Paris n'a pas subventionné les clubs professionnels. Elle a subventionné le sport amateur, oui, bien sûr, sans doute même plus qu'elle ne le fait actuellement, mais elle n'a pas su donner des millions d'euros à des clubs qui payent certains joueurs jusqu'à 200 000 euros par mois. Et ça, nous sommes entièrement d'accord. C'est déjà bien. Donc, en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que vous voyez bien que le risque de trouble à l'ordre public n'était pas forcément lié du tout à cette question de l'apéro pinard. Deuxièmement, il faut quand même revenir à l'idée que, en dérogeant à ce principe de la liberté d'expression, alors qu'il n'y a aucun élément objectif pour interdire le rassemblement, et que vous êtes sans cesse obligé de vous référer au passé ou aux intentions présumées de tel ou tel, sans cesse vous revenez toujours à ces intentions présumées, eh bien on met le doigt effectivement dans un engrenage qui peut conduire, pourquoi pas, et j'aimerais quand même qu'on insiste là-dessus, à se dire que ma foi, la présence dans certains quartiers de charcuterie pose un problème. La Goutte d'Or, c'est pas plus musulman que catholique ou juif, on est d'accord, ou n'importe quoi. C'est un quartier de Paris, un quartier républicain. Bon, son identité n'est pas plus musulmane que n'importe quelle autre identité religieuse, et c'est pas parce que, vous voyez, il y a une population musulmane dans un endroit donné que l'identité de ce quartier en change. Ça, c'est une vision finalement grégaire, c'est une vision de la gated community, comme disent les anglo-saxons, où finalement vous avez des quartiers qui sont fichés et fléchés en fonction des orientations ethniques ou religieuses de la population qui y habite, mais c'est une conception qui n'est pas du tout celle de la République. C'est pas parce que vous avez 95% de musulmans dans un quartier que ce quartier est musulman. Ce quartier, il est laïque, il appartient à tout le monde, de la même manière que n'importe quel autre quartier.
Donc c'est tout... Bon, Mélangez tout. ne pas du tout, je mélange rien, je vois simplement que systématiquement, par inadvertance, parce qu'on prête à telle ou telle intention, eh bien on arrive à remettre en cause par petits bouts des principes très simples qui sont des principes de laïcité. Très simple. Et donc, il faut effectivement combattre toutes les entorses à la laïcité parce qu'il ne faut pas se leurrer. Effectivement, moi non plus, je ne suis pas naïf. On est quand même dans une situation où la République est de plus en plus faible face à ce genre de comportement, où il y a des replis identitaires de plus en plus forts, où les gens sont paumés, où les gens vivent la crise économique et le déclin, donc, qui est objectif réel de notre pays, de manière difficile, et recherchent dans des groupes eh bien, des espèces de protection, ils cherchent à se serrer les coudes, et donc tout ce qui peut offrir un havre de paix, de refuge, etc., a le vent en poupe. Et donc on est dans une situation où la République est quand même fragile. Et sous prétexte qu'effectivement il ne faut pas interrompre la cohabitation entre toutes ces communautés, la cohabitation harmonieuse, et que donc tout ce qui est susceptible éventuellement d'être ressenti comme une provocation, c'est pas une provocation objective. C'était pas. Attendez, ils ont pas dit pour provoquer les musulmans, etc. Vous êtes obligé de décoder. Mais c'est ça qui est dangereux. Et c'est dans cet acte de décodage qu'il y a le danger, effectivement, qui menace les libertés. Bon. Et donc, il faut faire attention à ça, il faut protéger la République, et je crois qu'on devrait aller effectivement vers une laïcité plus stricte, parce qu'elle est aujourd'hui plus menacée qu'avant. Et donc, parce qu'on est dans une société plus fragile. Et moi, je m'étonne que des gens de gauche, qui sont censés normalement être très sensibles à la question des libertés publiques, puissent ne pas réfléchir au fond des choses, parce que vous ne posez pas les problèmes au fond des choses, vous ne réfléchissez pas jusqu'au bout. Et c'est ça qui vous conduit à accepter ce genre d'atteinte à la liberté. Alors, franchement, ne pas comprendre que quand des groupes d'extrême droite appellent à un apéro saucisson de pinard dans un quartier où il y a un nombre de musulmans non négligeable, c'est une provocation claire. Je pense soit c'est être naïf, ce que je ne crois pas du tout que vous le soyez, soit c'est vraiment ne pas vouloir voir. Je vous ai dit, c'est comme si un groupe anarchiste organisait un striptease la nuit de Noël devant Notre-Dame. On pourrait dire, oui, tiens, pourquoi ils organisent des striptease devant Notre-Dame? Ils pourraient, bon voilà, c'est très bien que c'est une provocation qui serait interdite immédiatement. Donc je pense que là, il y avait évidemment une provocation. D'ailleurs, tout le monde l'a vu. Si les journalistes ont parlé de cet apéro saucisson pinard, c'est que tout le monde a compris que, vu les gens qui l'organisaient et vu qu'on insistait sur saucisson et pinard, que effectivement les musulmans ne consomment pas particulièrement le jour de la prière pour eux, que c'était une provocation. Alors sinon sur la laïcité, je pense que vous avez une conception de la laïcité qui est une conception très ancienne, une conception du 19e siècle. Moi je suis pour une laïcité ouverte, je suis pour une laïcité, à la fois je vous ai dit, je pense qu'il faut combattre les religions, je ne pense pas qu'on combat les religions en interdisant aux gens de pratiquer leur religion. Je pense qu'il faut avoir une laïcité ouverte et qu'il faut reconnaître, oui, il y a des groupes communautaires en France. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai vécu longtemps au Canada, qui est un pays très communautariste. Et le communautarisme, ça se passe très bien dans un pays comme le Canada. Ça se passe bien mieux qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une protection sociale. Ce qui fait que le communautarisme ne marche pas aux États-Unis, c'est parce qu'on laisse les pauvres ensemble et qu'il n'y a pas de filet de protection sociale qui fait qu'on crée des ghettos et que de temps en temps, ces ghettos, ça explose. Si vous avez une protection sociale importante comme il existe au Canada ou en France, c'est pas très grave s'il y a des endroits où il y a plus de Chinois, ou s'il y a des endroits où il y a plus d'Hindous, ou s'il y a des endroits où il y a plus de Portugais, ou s'il y a des endroits, et ça ne me dérange pas que les Hindous continuent à parler leur langue entre eux, que les Portugais continuent à parler portugais entre eux, etc. Je pense qu'on doit avoir une société, on est aujourd'hui dans un monde ouvert, où il y a des gens de toutes les cultures qui viennent en France, comme des gens de toutes les cultures qui viennent dans le monde entier, et qu'il faut arrêter de penser que la France, c'est un truc qui peut s'enfermer sur lui-même, avec simplement les gens franco-français qui vont vivre ensemble et qui vont mettre dans un coin ceux qui arrivent d'ailleurs. Non, il faut permettre à tous ces gens-là de vivre, y compris en gardant une partie de leur tradition, qui vont évoluer, mais qui vont aussi faire évoluer nos traditions à nous. C'est l'échange qu'il doit y avoir entre les cultures. Oui, alors, je vais revenir à l'exemple que vous avez pris, des anards qui voudraient faire un striptease. Devant Notre-Dame. Devant Notre-Dame, d'ailleurs, c'est curieux, je vois pas trop bien pourquoi des anards voudraient faire un striptease. Éventuellement, une manifestation naturiste, si vous voulez. Du Lido, mais bon, les anards, peu importe. Peu importe. Mais
si les gens avaient voulu faire leur saucisson pinard devant l'entrée d'une mosquée, ça effectivement ça aurait posé un problème. Mais là c'est pas le cas. Ils voulaient faire ça dans un quartier qui n'est pas un quartier musulman, que vous le vouliez ou non, c'est un quartier de la République. Je me suis d'ailleurs voulu le faire. Comme un autre. Bon, en tout cas, c'était dans un quartier. Oui. Et donc le fait que vous assimiliez un quartier qui normalement est un lieu ouvert justement et vaste à un endroit dédié, ou en face, dans l'immédiate proximité d'un lieu de culte, c'est ça qui montre là aussi justement qu'il y a une espèce de glissement dangereux. C'est-à-dire que, bon, finalement, c'est tout le quartier qui devient un lieu de culte. Et là, vous mettez là à nouveau le doigt dans le alors, ça me semble très dangereux. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le maire de Paris, que vous critiquez tant, ait donné le nom de Jean-Paul II au parvis qui est devant Notre-Dame? C'est un scandale. Pourquoi le parvis qui est devant Notre-Dame a été assimilé à la religion catholique? Pourquoi ce parvis porte le nom de Jean-Paul II? C'est absolument scandaleux, puisqu'on connaît les positions ultra-réactionnaires de Jean-Paul II, qu'un maire de gauche ait donné le nom d'un pape à peine mort, donc à une des plus belles places de Paris, simplement parce que c'était à côté d'une église. Là aussi, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Si on donnait le nom d'un grand imam devant la mosquée de Paris, ça ferait hurler tout le monde. Et là, on était les seuls quasiment à protester. Il y avait personne à part les Verts et puis quelques groupes très minoritaires qui ont protesté contre cette dénomination. Donc on voit bien qu'on est toujours en France, il y a toujours deux poids, deux mesures dans les religions. Il y a la religion catholique qui est toujours protégée, etc. Et puis toutes les autres religions, même y compris les religions sectaires, qui sont toujours vilipendées, dénoncées, à qui on trouve tous les défauts de la terre. Et là encore, c'était un moyen de s'attaquer à une religion minoritaire, en plus dans un contexte international où il y a des tensions, où il y a des gens qui veulent effectivement, des deux côtés d'ailleurs, déclencher une guerre des civilisations, et qu'on n'a absolument pas intérêt à alimenter ce genre de conflit. Alors d'abord, vous soulevez la question des dénominations à Paris. Bon, plus généralement que ça, je dirais que c'est un côté folklorique et ridicule. Cette espèce de volonté de se précipiter partout pour donc donner des gens à tel ou tel bonhomme qui vient de casser sa pipe et pour des raisons parfois électoralistes, parfois parce qu'on veut faire plaisir à telle ou telle personne qui va se retrouver dans un comité de soutien aux prochaines élections, etc. Ça fait partie presque d'un ridicule proprement parisien. C'est très français et surtout très parisien. Donc, d'une manière générale, je trouve ça plutôt risible qu'autre chose. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que vous ayez pas tort factuellement. Je crois qu'il y a eu une place ou une rue qui a été donnée au nom de, comment il s'appelait, Sir Hamza Boubacar, le père de Dalil Boubacar, vous voyez, qui était recteur de la mosquée de Paris, qui a été donné à Paris, peut-être pas loin d'ailleurs de la mosquée. Enfin, c'est à vérifier, mais je crois que ça a été fait aussi. Enfin, je ne crois pas que la mairie de Paris. Je ne crois pas que la mairie de Paris. Troisièmement, sur Jean-Paul II, je trouve effectivement que ça devrait être comme pour la sainteté. Vous voyez, il faudrait avoir le temps de mûrir vraiment l'importance politique et historique des personnages avant de leur donner des rues de Paris. Moi, je préfère d'ailleurs que la rue de Paris s'appelle la rue du Chat qui plotte ou la rue des Vieux Mûriers ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus poétique que effectivement la rue Loulou Gastet, Marilyn Renaud ou des choses comme ça. Tout ça fait en fait plutôt sourire qu'autre chose. Donc, de ce point de vue-là, je vous rejoins. Je trouvais pas ça très malin ni très approprié. Même si Jean-Paul II... Même si votre groupe politique, si vous êtes attaché à voter demain... Mais moi, je suis pas... Moi, j'ai peut-être... accordez-moi autant de liberté politique vis-à-vis de ce groupe-là, auquel j'appartiens pas d'ailleurs tout à fait, que vous vis-à-vis des Verts, parce que je fais partie d'un parti qui n'est pas l'UMP, je le rappelle. Je sais, mais donc à Paris, vous êtes pas il m'arrive très fréquemment de m'exprimer d'ailleurs d'une manière différente. Je l'ai encore fait aujourd'hui sur ce qui se passe à Jean-Bouin. Je vous avais vu d'ailleurs à Jean-Bouin beaucoup plus vaillant au début pour la protection du stade et la protection des espaces verts que vous l'êtes. On l'est toujours. Hein. Oui, vous avez vu, on a fait un communiqué pour dénoncer les abattages d'arbres. On a repris, mais voilà. Le problème, c'est que malheureusement, c'est une bataille qui est, je pense, en train de se perdre. Mais je regrette, on s'est mobilisé. Je pense juste que vous reconnaîtrez que dans le 16e arrondissement, l'UMP et ses affidés ont un peu plus d'adhérents que les Verts. Ça vous a pas échappé. Donc notre mobilisation sur le terrain, c'est sûr qu'elle est un peu plus faible que celle que vous pouvez provoquer. Voilà. Venez à Montmartre, vous verrez, c'est le contraire.
Oui, mais ça m'arrive d'aller à Montmartre comme d'aller dans le 16e arrondissement. Moi aussi. Et ce que je constate, c'est que malgré tout, il y avait un engagement beaucoup plus fort. Il y a eu un communiqué, c'est vrai, mais bon, moi j'ai senti quand même une espèce de rétractation et le fait que bon, il y avait une forme d'alignement sur les positions municipales sur ce dossier qui on a voté un contre. Scandale majeur et énorme. Et on est d'accord, mais on a voté contre. Bon, simplement, on l'a fait peut-être d'une façon un peu plus modérée parce que les circonstances politiques sont plus tout à fait les mêmes. Ça veut dire quoi, ça? Ah bah ça, je peux vous expliquer, mais là, je pense qu'on va sortir complètement du sujet. Comme vous avez de l'avance, ça m'intéresserait de savoir. Ça fait complètement du sujet. Je veux dire que, bon, il est clair qu'il y a des discussions actuellement très fortes entre le Parti Socialiste et les Verts pour essayer de gouverner en 2012 ensemble. On espère le faire. Je sais pas si on alors donc c'est ça qui explique votre moins grande... Ça explique pas, on n'a pas changé. Oui, mais ça se vend, on assume complètement. On n'a pas changé nos positions, on a peut-être un peu modéré notre ton, je le reconnais, mais c'est tout. On a voté contre toutes les délibérations de l'enseignant Jean-Bouin, on a dénoncé les abattages d'arbres, on a dénoncé la précipitation du maire de Paris sur ce dossier qui veut absolument faire la politique du fait accompli pour qu'il ne puisse pas y avoir de retour en arrière. Et ça là-dessus, on continuera à se battre là-dessus. Je vous ai dit simplement sur le terrain, moi j'ai dit aux associations qui se battaient, si vous faites des actions pour empêcher les abattages des arbres, on sera là pour vous soutenir. Simplement, nous, dans le 16e arrondissement, on ne peut pas mobiliser des dizaines et des dizaines de personnes. On n'a pas des dizaines et des dizaines de militants dans le 16e. On le regrette. Enfin, je note malgré tout que vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu un changement de ton lié, mais pas de position. Lié à des... Oui, mais c'est très important le ton en politique. Oui, c'est très important. Il y a eu aussi un changement de ton du maire de Paris par rapport à nous. Oui, mais enfin certainement pas sur le dossier Jean-Bouin. C'est peut-être un bon... Pas sur le dossier Jean-Bouin, mais sur d'autres dossiers. Oui, donc, voilà. Donc pour des raisons de tractation politique globale, par exemple, vous êtes en retrait sur un dossier quand même hautement symptomatique. Vous vous rappelez peut-être que notre proposition était de financer, d'utiliser l'argent qui servait à financer Jean-Bouin, enfin une partie des 150 millions, parce qu'on reconnaissait, je crois vous aussi, qu'il était nécessaire de faire une rénovation de Jean-Bouin sans le détruire et le reconstruire comme c'est prévu. C'est pas 150 millions, c'est beaucoup plus. Bah, donc, c'est trop d'argent, c'est clair. Votez-nous pour qu'il y ait 40 millions prévus pour refaire une tribune protégée et remettre ce stade aux normes, mais pas en faire plus que ça, et utiliser le reste de l'argent pour financer le tramway de la porte de la Chapelle jusqu'à la porte d'Asnières. On a maintenant des garanties, et pour nous c'est très important, parce que c'est une chose qu'on souhaite depuis très longtemps, que ce tramway va se faire et va être financé. Donc voilà, c'est aussi ça. Bien sûr, oui, il y a des tractations politiques, il y a des discussions, je ne vais pas vous apprendre ça, mais quand on nous dit ce que vous demandiez par rapport au tramway, vous allez l'obtenir, bon, on en prend acte, même si ça ne change pas notre position sur Jean-Bouin, ça change un tout petit peu nos tons. À partir du moment où on ne peut plus dire, maintenant prenez cet argent pour faire le tramway, puisque le tramway va se faire. Donc voilà. Bien, en tout cas, je ne veux pas prendre la parole avant que vous ayez pressé le bouton. En tout cas, bon, on note bien que sur une question qui fut une question de principe, eh bien aujourd'hui ce principe a été... Bon, donc finalement, je vois que les principes, ils sont un peu à géométrie variable, sauf quand il s'agit de défendre effectivement le droit de prier sur la voie publique. Et là, il faut être inflexible jusqu'au point d'interdire, mais si. Mais c'est, je vous ai dit le contraire tout à l'heure. Je veux dire qu'on faisait tout. Actuellement, je ne vais plus pour vous. On faisait tout actuellement. Ça, c'est un acte. Oui, c'est un acte. Mais non, parce que vous dites le contraire de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on était contre le fait que les gens prient dans la rue, mais qu'il fallait, avant que ça soit plus possible, il fallait leur donner les moyens de prier ailleurs. C'est ce qu'est en train de faire la municipalité et ce qu'on soutient totalement. Mais ces moyens ne seront jamais suffisants, c'est ça. Vous présupposez. Non, j'en sais rien. Ben, c'est pas suffisant. Mais déjà, ils sont objectivement pas suffisants. Il y a des églises, des milliers de gens qui prient dans la rue. Il y a plein d'églises qui sont vides. On peut être transformées. À ce moment-là, il faut, dans le cadre d'un accord, effectivement. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pourrait très bien faire des lieux. Des églises en mosquée. Non, mais que le vendredi, ça serait une mosquée, le samedi, une synagogue, et le dimanche, une église. Et puis le lundi, je sais pas. Je crains que ça soit un peu plus compliqué que. Sans doute, mais peut-être qu'on pourrait le faire. Donc, vous préconisez, parce que c'est un point important. Et lundi, pour les laïcs. La transformation d'église en mosquée.
c'est ça. Ou de mosquée en église. C'est ça, oui, mais ça sera forcément la transformation en d'église France, en mosquée, oui. puisqu'il y a... Mais peut-être qu'il y a d'autres pays, ça sera la transformation de mosquée en église. Mais c'est une position des Verts parisiens. Non, c'est une position personnelle. Mais c'est quand même une position personnelle d'un élu vert. Bon, je pense que ça sera intéressant aussi de... Mais oui, mais pourquoi pas. Ça. Moi, ça me choquerait pas qu'il y ait des lieux comme de temps en temps, il y a des salles qui servent à une telle association le lundi, puis une telle association le mardi, puis une telle association le mercredi. Pourquoi, voilà, si on manque de lieux, pourquoi des lieux, pourquoi si, voilà, je ne me dérange pas que les gens prient différemment dans le même lieu. Ils changeront peut-être le décor, ils cacheront certaines statues, ils en mettront Moi qui ne d'autres. suis pas un pratiquant, pardon. Pardon. Moi qui ne suis pas pratiquant, je peux vous dire malgré tout que ma petite culture religieuse me fait penser que bon, la sacralité d'un lieu fait qu'il doit être entièrement dédié selon chacune de ces religions d'ailleurs à ce Dieu-là, sauf peut-être, il y a peut-être une religion qui accepte les Baha'is, je crois, qui accepte effectivement une forme de syncrétisme et que chacun puisse s'exprimer à tour de rôle. Mais bon, ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux, ils doivent être quelques milliers à la surface du globe. Voilà. Bon, donc on est dans quelque chose qui, effectivement, d'évidence, est pas satisfaisant. Et en tout cas, pour cette situation pas satisfaisante, en arriver à une interdiction, je reviendrai toujours sur ce principe même de l'interdiction et de l'atteinte aux libertés publiques, a été... Vous êtes vraiment sûr que la pire atteinte qui a eu lieu ces dernières années à la liberté d'expression, c'est d'avoir interdit à l'extrême droite de manifester contre l'islam et les musulmans à la Goutte d'Or. Je pense qu'il y a plein d'autres atteintes à la liberté d'expression en France. Quand on voit Sarkozy qui attaque soit directement des journalistes, soit indirectement en faisant virer des humoristes de la radio parce qu'ils lui disent des choses qui lui déplaisent, etc. C'est pas des atteintes beaucoup plus graves à la liberté d'expression qu'une interdiction pour un groupuscule d'extrême droite qui essaye de se faire mousser en faisant de la provocation. Il y a franchement en France depuis des années des atteintes à la liberté d'expression bien plus graves que celles que vous dénoncez aujourd'hui. Alors j'ai l'impression de ne pas vous avoir entendu sur celles que je signale. Mais puisque vous les évoquez pour la première fois, c'est comme pour l'apéro, hein. Avant même que ça ait lieu, il faut en fait se démontrer qu'on ne va pas faire telle ou telle chose. Alors d'abord, en matière d'atteinte à la liberté, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de coefficient, il n'y a pas de chose. C'est une question de principe, encore une fois. Et dire il y a des petites atteintes et des grosses atteintes, ça c'est quelque chose qui me choque parce que c'est très dangereux. Parce qu'on ne peut pas commencer à dire oui, il y a des libertés qui sont plus ou moins finalement importantes que d'autres, et puis celles-là, finalement, on peut les escamoter parce que c'est des petites atteintes à la liberté. Bon. Deuxièmement, moi je me souviens de Sarkozy, donc qui a ses défauts et ses qualités, et de sa campagne de 2007 et de la réaction des partis dits de gauche à la personnalité de Sarkozy. On nous prédisait pratiquement l'établissement d'une dictature. Hein. Ah oui, bien sûr, il y avait des gens qui tremblaient le lendemain, enfin ils étaient tout choqués. Oui, c'est comme les gens qui disaient qu'ils allaient partir si Mitterrand était élu. Oui, bon, en tout cas, il y en avait beaucoup. Je ne crois pas que les libertés publiques soient aujourd'hui moins grandes que sous Mitterrand et que leur exercice soit moins grand. Il y a au contraire des tas de domaines qui sont extrêmement importants. Bon, saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens pour les droits du Parlement, etc. Ça a été parfois étendu même à mon avis trop loin. Et donc, les droits du Parlement, alors maintenant, le Sarkozy qui poursuit les journalistes, par exemple, il y avait une tradition en France que le chef de l'État ne c'est poursuivait complètement pas. faux. C'est complètement faux. C'est Giscard d'Estaing. C'est Giscard d'Estaing qui avait décidé ça. Qui avait décidé ça pour lui. Et ses successeurs, Mitterrand pendant deux mandats et Chirac pendant 2 mandats, avaient respecté... Mitterrand, qui a réussi à faire vivre sa famille, sa deuxième famille aux frais de la République, sans que jamais un article ne sorte dans la presse. Et ce pauvre Edernalier qui, c'était pas loin d'ici... faire des choses quand même pas très recommandables. Je vous disais que je parlais pas au nom de la Noé, je parle encore moins au nom de Mitterrand. Mais là, puisque vous défendez, attendez, je voudrais terminer quand même. Vous défendez effectivement, vous attaquez Sarkozy en disant voilà, il y a des atteintes aux libertés qui n'avaient pas lieu avant, mais c'est une pratique, c'est un individu comme un autre, s'il estime sur certains points que le droit à sa vie privée ou des choses c'est pas un individu comme un autre. La justice est libre en France. S'il porte plainte pour des choses
que la justice ne va pas reconnaître comme étant des vraies atteintes à son intimité, à sa vie privée ou des vraies diffamations ou des dénonciations calomnieuses, eh bien, sa plainte sera rejetée et c'est beaucoup plus finalement une garantie qu'il puisse porter plainte comme n'importe quel citoyen que le fait d'avoir par des moyens détournés quand par exemple l'intimité de Mitterrand a été mise à mal par Eder Nali ou autre, alors que pourtant ça se passait dans les enceintes de la République, d'utiliser d'autres moyens bien plus sévères et bien plus dangereux que de porter plainte ouvertement, parce que ça c'est sur la table, c'est devant tout le monde, c'est une liberté. Bon, et au moins c'est fait clairement. Moi ça me choque pas du tout qu'un gars, même qui est président de la République, si demain on écrit voilà, il a tapé dans la caisse, ou bien il détourne l'argent public pour son fils, sa femme, sa fille, etc., et qui porte plainte pour faire condamner les gens qui le disent s'ils n'ont pas d'éléments suffisants pour le dire, moi ça me choque pas du tout. Il a des droits comme tout le monde. Bon, c'est pas, voilà. Attendez, il a des droits comme tout le monde. Non, mais moi, c'est pas moi qui vais défendre Mitterrand, mais je pense que le président de la République n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Il est président de la République, il a été élu, il s'est présenté que pendant son mandat, je dis bien pendant son mandat, avant et après il fait ce qu'il veut. Il n'attaque pas les journalistes, il attaque sur le terrain politique. Je pense que quand même c'était une bonne tradition qui a été remise en cause ces dernières années, et je trouve ça scandaleux que des humoristes qui sont sur France Inter soient débarqués un an après que des copains de Sarkozy soient mis à la tête de la radio. Bon, bien sûr, on peut toujours dire mais non, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'ils faisaient une mauvaise audience, parce que leur émission n'était pas bonne, parce qu'ils n'étaient pas respectueux de je sais pas quoi, je sais pas qui, mais tout le monde a compris que c'est parce qu'ils déplaisaient au pouvoir. Alors, je ne vous dis pas que ça s'est pas arrivé avant, c'est bien sûr arrivé avant, mais on voit bien que l'atteinte à la liberté d'expression, elle est malheureusement multiple. Et franchement, entre la liberté d'expression d'humoriste ou la liberté d'expression de groupes d'extrême droite, je préfère défendre la liberté d'expression d'humoriste. Même si je pense qu'effectivement, il faut défendre la liberté d'expression. Mais je vous l'ai dit encore, je combats le Front National, je combats le bloc identitaire, j'ai jamais demandé leur interdiction, j'ai jamais demandé que leur groupe soit dissous. Je pense simplement que c'est des gens effectivement dangereux, qu'il faut surveiller, qu'il faut contrer, qu'il faut combattre, qu'il ne faut pas laisser leurs idées se disséminer plus que ça. Et voilà, mais ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de se présenter aux élections, ils ont le droit de distribuer leurs tracts, ils ont le droit d'exister. Bien, alors je ne vais pas entrer dans notre débat, là, Guillon et compagnie. Pour moi, c'est un peu un individu comme Dieudonné. C'est un type qui cherche à se faire de la pub au maximum pour ses spectacles, pour ses activités annexes. C'est pour l'interdiction de Dieudonné. Bon, pour l'instant, j'ai pas dit ce que je pensais de l'interdiction de Dieudonné. Je suis pas pour l'interdiction de Dieudonné. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale dès lors qu'elle ne dévie pas à véritablement des agressions, ou qu'elle ne dévie pas non plus dans de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse. Bon, les procès ou les actions judiciaires, à ma connaissance, que Sarkozy a entamé, c'était sur des éléments de vie privée qui étaient objectifs. C'était pas sur son action politique. Il se fait conchier. Je crois que jamais aucun homme politique n'a jamais été autant critiqué. Et avec raison. Bon, mais ça c'est votre opinion. Mais en tout cas, c'est que ces dernières années, quand vous ouvrez n'importe quel journal, et pas forcément que de gauche. D'ailleurs, il est attaqué sur les ondes, attaqué constamment. Et s'il devait faire des procès, il ne respecte rien de ce qu'il avait dit. Donc c'est sûr que. Non, mais là, je crois que là, vous voulez vraiment ouvrir un autre débat. Il faudrait à ce moment-là qu'on soit réinvité. En tout cas, ce qui est objectif, c'est qu'il est attaqué comme jamais aucun président l'a été. Il y a eu un ou deux procès qu'il a fait parce que c'était des choses qui concernaient sa vie privée. Moi, je vois pas ce qui est choquant et il est traité comme un citoyen comme un autre. Bon. Donc, quant à Guillon, c'est un type. Moi, je pense que c'est une connerie de l'avoir débarqué parce que progressivement, c'est un peu comme Dieudonné, il faut le laisser raconter ses conneries. C'est pas grave. De toute façon, plus il part, moins il y a d'audience et c'est faire son jeu commercial. Parce que c'est simplement pour du pognon et pour accroître son audience qui fait ça, rien de plus. Bon, je crois pas qu'il ait effectivement un intérêt plus grand que ça. Donc on me fait signe qu'il faut vraiment que je conclue. Moi je crois que la liberté d'expression, s'il faut pas aller dans les intentions, il faut pas aller dans le subjectif. Bon, c'est quelque chose qui est un principe, c'est un principe qui doit être intangible, sauf vraiment des menaces graves et immédiates pour l'ordre public, c'est dans la loi, et que là, on est allé sur le terrain glissant de la subjectivité et des intentions présupposées et prêtées, et ça c'est dangereux, et il me navre vraiment que ça soit mon camp politique finalement, à savoir la gauche, parce que je suis de gauche et je le suis resté. Heureusement que vous dites, parce que je l'avais pas vu.
écoutez bien et vous comprendrez, qui se fait finalement, sans le comprendre, le propagandiste et le vecteur d'atteinte à la liberté. La liberté, c'est une valeur de gauche. Ah, je suis content d'entendre ça, que la liberté soit une valeur de gauche, parce que je m'y réfère. Je redis simplement, parce que c'est vrai que vous venez de vous répéter, donc je vais me répéter aussi. Vraiment, penser qu'un groupe d'extrême droite qui fait un apéro en l'appelant saucisson pinard dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans le jour de la prière et les jours du match Angleterre-Algérie n'avait aucune intention de faire une manifestation raciste, je vous dis, c'est soit être vraiment un grand naïf, soit effectivement vouloir défendre ces gens-là, ce qui me semble bien plus grave. Je pense qu'on doit laisser la liberté d'expression, et je vous le dis encore, je n'ai pas demandé l'interdiction de cette manifestation, j'ai organisé avec d'autres une contre-manifestation. Qu'ensuite le préfet de police ait décidé d'interdire les deux manifestations. Je ne vous ai pas entendu dire que c'était scandaleux d'avoir interdit aux antifascistes. J'ai été obligé de reprendre la parole. Ah ben non, vous n'avez pas reprendre la parole. Si je conclus, je conclus. Vous n'avez pas je vous ai pas entendu dénoncer le fait que les antifascistes n'aient pas pu se réunir ce jour-là à la Goutte d'Or. Donc on voit bien que vous avez beau être de gauche, vous vous sentez quand même plus proche des gens d'extrême droite que des gens de gauche. Donc je crois qu'il y a un moment... Bon, depuis tout à l'heure d'ailleurs, ce qui vous choque dans les religieux, c'est surtout les musulmans, comme par hasard. Ce qui vous choque, c'est surtout quand on s'attaque à l'extrême droite. Ce qui vous choque, c'est quand on attaque Sarkozy. Donc on voit bien que pour un homme de gauche, vous êtes sarkozyste, pas trop loin de l'extrême droite, et anti-musulman. Ça fait quand même beaucoup de choses pour vous dire que vous n'êtes vraiment pas un homme de gauche et vous avez bien fait de changer de camp. Bonsoir.